Je m'appelle Julien Daniel, je travaille pour UX République. Je suis détaché spécifiquement en mission chez Chanel, les produits de beauté, le luxe, etc. Je vais vous parler ce soir de l'expérience utilisateur de manière générale dans le monde, mais aussi du point de vue de l'internaute arabophone. Alors pourquoi ce sujet? Tout simplement parce que l'idée de ce talk, il est venu par rapport à une mission que j'ai effectuée chez Chanel, où en fait Chanel est venu me demander de travailler et d'étudier spécifiquement l'internaute arabophone. Premier réflexe, wow, slow down, cowboy. Je ne suis absolument pas ni familier avec la culture arabophone, je suis un paysan breton, ou une paysanne bretonne, bref. Je n'ai absolument pas grandi dans un pays arabe, je ne connais pas grand-chose, j'ai quelques amis, mais bon, ça ne suffit pas à représenter véritablement toutes les cultures des pays arabophones. Voilà. Mais force est de constater que cette première fois à appréhender les cultures arabes vous ouvre quand même de nombreuses perspectives pour toutes les problématiques que tout bon designer peut se poser. Et j'espère que vous aurez un jour à cœur de travailler également sur un sujet similaire. Alors je ne sais pas pour vous, mais moi, le matin quand j'arrive, premier réflexe, j'ouvre mon ordinateur et je commence à faire de la veille sur Medium, le site américain. Et sur Medium, c'est super intéressant, vous avez énormément de contenu, d'articles rédigés par des pairs, des confrères et des consoeurs américains et américaines. De temps en temps aussi des écrivains du Royaume-Uni, des hindous, mais force est de constater en fait que finalement toute cette information, tous ces articles que vous pouvez trouver, ils viennent majoritairement de certaines régions spécifiques. Et quand vous arrivez sur des sujets comme le Moyen-Orient, c'est un peu la croix et la bannière pour trouver quelque chose. Quand vous avez des analytics, ça ne suffit pas non plus à concevoir une expérience globale. Et du coup, il faut pourtant avoir assez d'input pour pouvoir vous poser les bonnes questions dès le début. Alors pourquoi on ne trouve pas assez d'informations sur ces pays-là? Eh bien, il y a une première explication, et forcément je clique, ça ne marche pas, et c'est bon, je clique et ça marche. Il y a une première explication, c'est sur l'accès d'Internet dans le monde. On remarque clairement sur ce planisphère que vous avez deux états, deux hémisphères. L'hémisphère nord, avec les pays clairement développés, les pays historiquement en tout cas, en bleu, qui ont un accès à Internet qui est important, et l'hémisphère sud, qui est très disparate, avec cette mosaïque de couleurs, où vous avez du jaune pour les pays asiatiques en général, le Moyen-Orient, la région est assez colorée également, et pas le mauvais élève, je ne vais pas dire ça, mais en tout cas, le continent qui n'est absolument pas représenté, c'est l'Afrique. À savoir que pour les pays en noir, c'est de l'ordre de 0 à 10% d'utilisation. Donc sur tout un pays, vous avez seulement de 0 à 10% d'utilisateurs pour Internet. Une statistique, le Qatar, c'est 2,6 millions d'habitants, et pourtant c'est plus de 2 millions d'utilisateurs Internet, ce qui est énorme. À titre de comparaison, la France, c'est 80,5%. Donc, en fait, en arrivant à ce constat, on constate que dans le top de ce classement, avec Israël, Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, les pays asiatiques, il y a beaucoup d'utilisateurs d'Internet, mais très peu de connaissances. Et en fait, ça se constate également d'un point de vue business. À l'heure actuelle, les entreprises tech, elles ont privilégié une connaissance occidentale pour développer leur réseau Internet, leurs interfaces, leurs outils. Et cette production, elle a favorisé leur business. Mais pour éviter d'arriver à un effet de maturité, et pour certains dans l'optique de toujours rester leader, ces entreprises se sont lancées à la conquête de l'Orient depuis maintenant une dizaine d'années avec la Chine. Et maintenant, de plus en plus, et seulement maintenant en 2019, avec les pays du Proche et du Moyen-Orient. Du coup, pour ce talk, je l'appréhende avec deux problématiques que je trouvais intéressantes. La première, c'est qu'avec tout ce business et tout cet intérêt que portent les marques à ces régions, on peut se demander si elles sont prêtes à envisager une expérience utilisateur à part entière, ou si elles veulent simplement prendre leur site internet, copier-coller, et on lance. Ça ne marche pas. La deuxième problématique, c'est que loin de toute influence personnelle, est-ce que moi, utilisateur breton, je suis prêt à designer une interface complètement, pas bretonne, non, arabe, bretonne aussi, ceci dit. Et du coup, ce sera aussi le sujet de ce talk, et c'est d'ailleurs le premier sujet que je vais évoquer, en parlant de l'aspect multiculturel des utilisateurs. Alors on va commencer à parler avec un peu de neurologie, vous êtes venus pour ça je parie. Selon les logiciens
il y a Jacques Dubuc et Sylvain Moutier. En fait, ces professeurs scientifiques sont arrivés en fait dans leurs constats et dans leurs études à deux constats. Le premier, c'est que nous ne pensons absolument pas de la même façon, mais deuxièmement, en fait, chaque culture a une façon logique de penser, façon de logique qu'on peut grouper, grosso modo, en deux groupes. On a une logique holistique et une logique analytique. La logique holistique, c'est quoi? C'est une logique qu'on associe généralement à des gens qui habitent les cultures, qui habitent les pays d'Orient et d'Asie. Et en fait, cette logique, elle permet de considérer une expérience dans sa globalité avant de se faire une opinion, globalement, pour faire du concret. Un utilisateur avec une logique holistique, lorsqu'il arrive sur un site internet, il va d'abord se faire une idée générale de l'endroit où il est avant de pouvoir analyser ce qu'il le cherche spécifiquement. A l'inverse, la logique analytique, pour les utilisateurs majoritairement dans les pays occidentaux, cherche à se concentrer sur des éléments d'information individuelle. En gros, votre utilisateur arrive sur une page web, il cherchera tout de suite et d'office l'information qu'il est venu chercher. Il ne cherchera pas forcément à chercher plus qu'autre chose. Donc on constate qu'il n'y a pas de pensée universelle et que chaque logique implique un sens qui peut grandement influencer tout votre travail, les user flows, etc. et qui peut aussi être source de confusion pour d'autres utilisateurs. D'un point de vue psychologique, en fait, bon, je vais vous épargner toutes les études aussi que j'ai pu lire à ce sujet, mais la conclusion que je m'en suis faite, c'est que la construction psychologique d'une personne, c'est le fruit d'une évolution au fil du temps, une évolution qui lui est propre. Ça dépend de plein de critères, ça dépend de l'endroit où vous avez pu vivre, ça dépend de la manière dont vous avez été éduqué aussi, ça dépend de la génétique, ça dépend de la frustration, ça dépend de vos réussites, ça dépend de vos échecs, ça dépend d'énormément de paramètres, qui fait que nous, moi, Julien, vous êtes des êtres pluriculturels. En fait, en tant que designer, votre éducation, elle affecte votre pratique du design et il faut prendre conscience de cela dès maintenant. Il y a un exemple simple à faire, c'est par exemple lorsqu'en France on se marie en blanc, en Chine, traditionnellement on se marie en rouge. Voilà, c'est deux façons de concevoir des faits de société. Bon, je ne vais pas aborder la psychologie des couleurs, il y en aurait plein à dire, mais voilà. Et vous allez me dire, et l'expérience utilisateur dans tout ça? L'expérience utilisateur, c'est avant tout cette valeur qu'on traduit par son utilité, son utilisabilité, le fait de trouver rapidement ce qu'on cherche, la crédibilité, la désirabilité et l'accessibilité. Eh ben, il y a un designer hindou, Samir Dash de son petit nom, qui lui irait plus loin dans cette approche du X et qui recommanderait à tous en fait de concevoir un 8e concept qui serait la socioculturalité. Pour que votre interface soit complètement 100% compliant avec votre utilisateur, votre interface et votre site, votre marque, votre produit, etc. doit prendre en compte l'univers dans lequel c'est amené à évoluer. Alors on voit donc créer des interfaces, c'est spécifique à chaque culture et ça dépasse bien plus que la traduction. En fait, concevoir une expérience utilisateur, c'est d'abord s'adapter à son public et finalement, c'est designer et faire des nuances d'expérience. En fait, c'est naïf de concevoir et de penser avec nos biais culturels lorsqu'on est designer et qu'on souhaite appréhender cela. Et quand il s'agit de réfléchir pour autrui, il faut vraiment partir sur des nouvelles bases. Nos propres préjugés influent forcément sur nos préférences de conception visuelle, sur nos couleurs, sur les symboles que vous pouvez utiliser, etc. Et tous les aspects de la conception d'une interface sont grandement touchés. En voici une preuve avec de l'eye tracking. Est-ce que vous connaissez l'eye tracking? Oui. Bien. Alors à gauche, vous avez, donc c'est le site Dell qui a été analysé par le studio Oban International. Une même interface en 3 langues. À gauche, le Japon, au milieu, le Royaume-Uni, à droite, le Canada. Et en fait, avec cet eye tracking, Dell a voulu montrer que voilà, chaque personne, chaque culture, chaque être lit une page internet différemment. L'internaute japonais aura tendance à lire une page entière de droite à gauche et lire plusieurs fois le contenu avant de s'arrêter sur ce sur quoi il est venu. On est dans une logique holistique. Au milieu, les utilisateurs britanniques, ils s'intéressent davantage au contenu qu'au reste de la page. Donc vous voyez, il y a des mouvements de va-et-vient de droite à gauche qui fait qu'ils s'intéressent d'ailleurs assez peu au header. On est dans une logique analytique. À droite, les utilisateurs canadiens accordent plus d'attention à l'aérobanner. On est dans une logique holistique. Non, analytique, toujours. Mais merci.
Un autre exemple avec Coca-Cola, j'ai pris cet exemple comme j'aurais pu prendre McDo, etc. Coca-Cola, France, États-Unis, Chine. Le premier réflexe quand on voit la page chinoise, sans jugement de valeur, hein, c'est qu'on peut se dire waouh, c'est confus, il y a beaucoup d'informations, etc. Bah ça, c'est avant de savoir qu'en fait, la plupart des cultures asiatiques misent sur la quantité d'informations plus que sur la livraison d'un message, comme c'est le cas par exemple pour le site français. Clairement, lorsqu'on compare les deux versions, on vous n'est clairement plus sur un site expérientiel, lorsque sur la Chine, on est sur un contenu plus informatif. Voilà. Donc toutes ces spécificités culturelles, en fait, ce sont autant de modèles mentaux, et on peut comparer cela à un algorithme. En fait, nous, humains, on est tous des algorithmes différents. Nous, on a une conscience, on a une logique, une habitude, qui nous empêche ou nous fait accepter plus ou moins l'appréhension d'un service ou d'un produit. Donc en cela, tout designer doit prendre conscience que ces partis pris culturels peuvent l'empêcher de concevoir un service destiné à une cible internationale. Et alors vous allez me dire, mais Julien, t'es vachement fataliste. Eh ben non, il y a des solutions, il y a des remarques. La première, c'est la sensibilisation et la question de la sensibilisation. Quand vous commencez à travailler sur un projet comme ça, il s'agit d'évangéliser, que ce soit vous, mais aussi votre équipe, sur le fait de prendre conscience de ces différences. Et ça, c'est déjà faire un pas pour trouver des solutions. Deuxièmement, c'est l'information cognitive. En fait, on peut appréhender cette information cognitive en amont d'un projet de multiculturalisation. Votre cible, est-ce qu'elle est plutôt sur une logique analytique? Est-ce qu'elle est plutôt portée sur une attention globale? Voilà. Vous allez chercher en fait à vous créer de l'input en essayant de comprendre cette logique mentale. Ne traduisez pas, ou peu, ça ne marchera pas, d'expérience. Adaptez-vous à votre cible, c'est le mot-clé, s'adapter. Les références culturelles, les spécificités de langage, les pratiques, la simple traduction ne suffit pas. Un exemple, moi, lorsque je conçois une interface, par exemple, une maquette, voilà, je conçois toujours dans la langue à laquelle elle est destinée, mais je prévois aussi en russe. Pourquoi le russe? Parce que, en fait, les mots russes sont beaucoup plus longs. Faites l'essai lorsque vous ferez une navigation, par exemple, vous dites, bon, bah là, je fais homme, femme, il y aura la place, ce sera joli. Bah non, essayez avec des mots russes, c'est déformé, sans jugement de valeur. Dès que possible, enfin, testez. Ne restez pas sur vos a priori et ne testez aussi de préférence pas avec vos collègues parce qu'ils auront beau être d'origine arabe ou d'origine asiatique ou d'origine vietnamienne ou etc. Ils auront des similitudes sûrement avec votre culture, donc n'hésitez pas à les tester là-bas. Donc en fait, votre UX, ça doit être un peu comme un menu McDonald's. Selon le pays où vous êtes, votre site, votre produit, etc., doit être ajusté en fonction des goûts des locaux. Sinon, comment espérez-vous prospérer par rapport à ça? Et justement, en parlant d'adaptation, on va regarder un peu plus près maintenant sur l'expérience utilisateur arabophone en tant que telle. Mais d'abord, j'ai une question pour vous. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont eu l'opportunité de travailler sur un projet à destination des pays arabophones? Tu lèves même pas la main, Léo. Ouais, c'est ça. C'est bien, donc je parle surtout à des gens qui ne... Bon, bah désolé, vous allez peut-être redécouvrir des choses, mais pour le reste, vous allez découvrir pas mal de choses et le monde merveilleux de l'expérience utilisateur arabophone. Alors d'abord, premièrement, qu'est-ce que c'est que le Moyen-Orient? Le Moyen-Orient, c'est une expression, c'est une invention de l'univers occidental. Voilà. C'est bon. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, voilà. C'est qu'en fait, le Moyen-Orient, c'est une expression assez vague, assez globale, qui regroupe en fait non pas une région, mais des régions qu'on regroupe sous une appellation qui est le Moyen-Orient. En réalité, le Moyen-Orient, c'est découpé en plusieurs Orients. Vous avez le Proche-Orient, Palestine, Jordanie, Irak, Israël, Syrie, Turquie, Liban. Vous avez la péninsule arabique, l'Arabie Saoudite, le Yémen, l'Oman, les Émirats arabes unis, le Qatar, le Bahreïn, le Koweït, et l'Égypte, qui est aussi la vallée du Nil et qui est aussi rattachée à cette région-là. Selon les cultures, selon les diplomaties, selon les business également, vous allez voir qu'il y a des différences par rapport aux gens. Par exemple, les États-Unis considèrent que le Maghreb, comme la Libye, comme la Tunisie, le Maghreb quoi, fait partie du Moyen-Orient. Un exemple, d'un point de vue business maintenant, en marketing, il est intéressant de constater que H&M, lui, on observe qu'avec eux, l'Égypte et le Maroc sont complètement exclus du Moyen-Orient. C'est ça, voilà, vous avez juste le Bahreïn, la Jordanie, le Koweït, le Liban,
Oman, Qatar, Arabie Saoudite et Émirats Arabes Unis. Alors que chez Saint-Laurent, c'est encore mieux, le Middle East n'existe pas, tout juste si les Émirats Arabes Unis sont associés au continent asiatique. La culture arabophone, c'est évidemment la langue. Et en fait, l'arabe, c'est une culture qui est aussi très intéressante pour ça, parce qu'au Moyen-Orient, on parle plusieurs langues. Pardon. On parle le persan, on parle le turc, on parle le kurde, on parle l'hébreu et on parle des arabes. Faut savoir qu'on peut, de façon très schématique, réduire à 3 arabes: l'arabe dialectal, l'arabe classique et l'arabe coranique. D'abord, l'arabe dialectal. En fait, on compte une trentaine d'accents et de subtilités qui sont composés dans un seul et même pays. Par exemple, en Égypte, vous aurez plusieurs différences d'arabe et plusieurs accents arabes, en Algérie, etc. Vous avez l'arabe classique, qui est en fait un arabe éloquent ou classique, qui est enseigné à tous dans le système scolaire et qui fait que tous les internautes et tous les spectateurs arabophones se comprennent. Et l'arabe coranique, qui est utilisé dans le Coran. L'utilisation de l'arabe en fait en contexte, ça donne quoi? Ça donne qu'un utilisateur, enfin une personne arabe, parlera surtout le dialecte en famille ou entre intimes. Elle lira les journaux en arabe classique. Et voilà. L'arabe littéraire, donc, c'est 25 pays, c'est plus de 500 millions de personnes, c'est une langue RTL, c'est pas la radio, c'est bien le sens de lecture, right to left, de droite à gauche. Et c'est de la même façon en écriture, on écrit de droite à gauche. Alors pourquoi c'est de droite à gauche? Ou vous n'allez peut-être pas me le dire d'ailleurs. Pour l'anecdote, on pourrait raconter de ce dimanche en famille, en fait c'est une tradition héritée des scribes égyptiens qui écrivaient sur leur papyrus avec la main droite et de droite à gauche pendant qu'ils tenaient de la main gauche le papyrus. Voilà. Ça vous a passionné. Donc d'ailleurs, à noter, les utilisateurs arabophones, d'après les quelques stats que j'ai trouvés, ils sont majoritairement droitiers. Cas particulier sur l'anglais, faut savoir que sur certains sites internet, vous trouverez également de l'anglais. C'est le cas de Chanel, par exemple. En moyenne, d'après ce que j'ai trouvé, mais je suis absolument pas sûr, ça à prendre avec des pincettes, 1 personne sur 2 parlerait anglais dans les pays du Proche et du Moyen-Orient. L'anglais est néanmoins utilisé dans un contexte professionnel et ou touristique, mais ça dépend des milieux sociaux professionnels, à ce que j'ai cru comprendre. Et bon, moi je dirais l'anglais, ça peut être plutôt réservé à une élite, donc faites attention avec cet usage-là. La typographie, la longueur des mots, les mots arabes sont quand même beaucoup plus grands, beaucoup plus larges, donc quand vous concevez une interface, n'hésitez pas à grandir de plusieurs points une typographie arabe. Et toujours aligner son texte à droite. Alors on va pas se mentir, du point de vue de l'iconographie, les pays du Moyen-Orient, c'est souvent la risée du web, avec des montages qu'on ne connaît nulle part ailleurs et qui en fait permettent aux marques de s'aligner et de se conformer aux lois morales et religieuses des pays. En voici l'exemple avec Intex qui vend ses piscines en rhabillant monsieur et les enfants et en faisant disparaître madame, sans jugement de valeur toujours. Pour Ikea, ça a été un scandale il y a quelques années. Ils avaient carrément enlevé madame. Bon, voilà. Et pour les artistes, ça c'est pareil, on en trouve plein des pochettes sur Internet. Madonna se fait rhabiller et Katy Perry se fait en UAG. Voilà, pas de jugement de valeur. Donc l'iconographie, il faut être conscient qu'il y a une censure, qu'il y a aussi le vote de certaines lois qui peuvent impacter votre travail de photographe, de créateur, etc. Et il faut être conscient de ça. Les couleurs également, c'est un point de vigilance, comme je le disais tout à l'heure, le rouge, le blanc, souvenez. Et ben là c'est pareil, le rouge c'est une couleur qu'on utilise avec parcimonie dans le Moyen-Orient parce que ça évoque le diable. Le jaune c'est une couleur joyeuse associée à la prospérité. Et le vert enfin, couleur qui représente la religion de l'islam. Et la plupart des pays arabes l'associent aussi également à une couleur de paix, de reddition, de spiritualité, de générosité divine, lorsque chez nous, traditionnellement, enfin quand je dis chez nous, c'est dans une culture occidentale, surtout chrétienne, c'est plutôt le violet qui est utilisé. Donc ça ne vous empêche pas que vous pouvez utiliser le rouge, le jaune et le vert, etc. Mais faites attention aussi si vous délivrez une certaine information. Les pictogrammes. Les pictogrammes sont concernés par le sens de lecture et par l'inversion qu'on va voir juste après. Certains icônes, néanmoins, ne le sont pas. Commençons d'abord avec ceux qui sont concernés par une inversion. En fait, toutes les icônes indiquant une direction, un mouvement, que ce soit par exemple des flèches, que ce soit la sortie exit, toutes ces icônes, elles indiquent une direction, on les inverse.
Les icônes qui représentent du texte, une bulle de conversation, une liste numérotée, on les inverse. Les icônes de volume également, on les inverse. On n'inverse pas certains objets physiques, et notamment ceux utilisés avec la main droite. Les icônes barrées également ne changent pas. Les icônes temporelles, que ce soit l'horloge, que ce soit annuler, rétablir, l'actualisation, et les emojis restent tels quels. Il faut en plus, quand vous regardez et vous portez attention aux détails des pictogrammes, vérifier à ce qu'ils soient dans le bon sens et bien placés correctement. On va voir si du coup vous avez été attentif. On va faire un petit jeu. Inversé ou pas inversé? C'est correct. Celle-là, elle était facile, effectivement, il y a du texte, on inverse. Inversé ou pas inversé? Ah, il y a déjà un peu plus de débat. Parce que ça montre une direction. Alors justement, ça montre une direction, donc il faut inverser. Ah ouais, c'est subtil. Inversé ou pas inversé? Bah faux. En fait, c'est un objet physique, mais pour le coup qui indique un état, donc il faut l'inverser. Faites l'essai lorsque vous passez votre iPhone et votre OS pardon, en langue arabe, bah, vous allez voir, c'est le cas. Inversé ou pas inversé? Je sens que c'est ça, on n'inverse pas, ça reste tel quel. Et enfin, inversé ou pas inversé? Caché. On peut cacher, effectivement. La logique, enfin en tout cas la mienne pour cette conception-là, ça a été de dire on n'inverse pas parce que c'est une vidéo et qu'on n'inverse pas l'image d'une vidéo. Ça reste dans ce sens-là. Moi j'ai une question. Oui. Par exemple, c'est pas un youtubeur du Moyen-Orient, il fait une vidéo et il montre des publicités, par exemple. Donc en gros, lui aussi doit inverser. C'est-à-dire ou alors on abordera ce sujet juste après pour les questions, d'accord? Ouais. Les animations maintenant. Alors c'est pareil. Les animations sont inversées, donc l'utilisateur arabe aura tendance, pour switcher à la slide suivante, à cliquer sur la gauche. Ce qui est bien que vos points-points, ils seront inversés. On est sur 1, 2, 3. Donc faites attention également à cette subtilité-là. Voilà un mauvais exemple de la part d'Adidas. Lorsque vous cliquez là, vous avez l'animation qui part dans l'autre sens. Et en plus, les points-points, ils ne sont pas dans le bon sens. Et résultat, lorsque vous êtes sur le 1 pour l'utilisateur arabe, toujours pour l'utilisateur arabe, on passe au point 5. There is no logic. Bon, anyway. Que vous écoutiez de la musique, que vous regardiez une vidéo, tant qu'il y a une barre de progression, on n'inverse pas, on reste sur le sens que l'on connaît tous. À noter, Eurosport a fait une erreur, ils n'ont pas inversé le picto volume. Les formulaires, je vais accélérer, je vois que le temps défile. Les formulaires changent également et les libellés doivent rester et s'aligner à droite. Toutes les icônes pour la suppression de field, etc. restent à gauche. Là en bas, vous avez un exemple qui sera peut-être pas voyant pour les gens au fond, désolé, sur la création d'un mot de passe. Donc vous voyez que je fais un tug, hop, on aligne à droite. Quand vous créez un mot de passe, vous savez, vous avez tendance à avoir des mots, une aide en disant votre mot de passe est suffisamment complexe, il n'est pas assez, etc. Et ben là, du coup, ce sera d'abord cette barre, puis ensuite cette barre, puis ensuite cette barre. On inverse toujours. C'est ça. D'abord orange, ensuite vert et ensuite ultra vert ou je sais plus, un truc comme ça. Pareil pour les call to action, on les inverse. Donc vous avez d'abord votre champ et ensuite le call to action. Ça, c'est pour faire joli que j'ai mis ça. Alors, qu'est-ce que ça donne dans le concret? Et là, vous dites Wikipédia. J'ai pris à tout hasard, Romain, une page internet comme ça. Bon, c'était sur la Bretagne, c'était un hasard. La page Wikipédia, vous connaissez Wikipédia en général, j'ose espérer. Du coup, on est sur une interface typiquement arabophone avec le logo qui est switché à droite, la navigation à droite également, les langues à droite, les informations de détail et sur l'information concernée sont placées à gauche, tout est aligné à droite. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Pour Marie-Claire, un autre exemple de contenu éditorial, pareil, tout le contenu est aligné à droite, le sens de lecture à droite. Et on est dans un sens de lecture d'ailleurs en F inversé. Ça c'est pour l'anecdote. Pareil, si j'aime... Alors c'est-à-dire que sur un site éditorial en général, on parle sur les études qui ont été réalisées, on constate que les utilisateurs sont plutôt dans une logique de F. C'est-à-dire que d'abord ils regardent le titre, ensuite ils regardent le contenu, etc. Et voilà, de façon très succincte. L'utilisateur arabophone aura tendance du coup à inverser. D'abord le titre comme ça, ensuite comme ça, etc. Bon, c'est plus une question de détail.
Pareil, quand vous faites par exemple, que ce soit ici, pas en savoir plus, mais en lire davantage, ou quand vous faites une bande dessinée, comme dans les mangas, la première information à lire, c'est celle qui est la plus à droite, et la dernière la plus à gauche. Noon. Alors ça, c'est un site marchand e-commerce. D'ailleurs, si vous devez travailler sur une interface arabophone, je vous recommande Noon. C'est un site marocain et j'ai tout copié. Il est super bien pour ça. Vous avez donc le système de filtre qui est placé à droite. Tous les filtres sont alignés à droite. Vous avez les chiffres des filtres à gauche, des libellés à droite. Tout est bien. On commence d'abord par lire l'information en tombant. Je vais y arriver. Sur sur les filtres, ensuite vous arrivez sur vos visuels, vous pouvez analyser avec le call to action ensuite et redescendre. Là on est plutôt sur une logique de Z inversée. Voilà, tout inversé quoi. Les icônes des deux champs, là, des oui. drop-down, sont à droite par contre. Alors les icônes des drop-downs, ici ? Oui. Oui, mais ça dépend de chaque interface. Pour une interface, par exemple, pour un site français, ce serait exactement la même chose. Certains décideraient de placer l'icône à gauche. Donc vous aurez votre icône et puis trier. Comme certains diront trier et mettront le picto à gauche. Non, à l'intérieur du champ, la flèche qui dit que c'est... Ah ça ? C'est une vitesse violente. Ouais. Ah mais il ne faut pas l'inverser dans le sens et le mettre vers le haut ? Non, à gauche. Ah non mais c'est ce que je dis, Là, alors justement, là, c'est ce que je dis, c'est que ça dépend en fait tout simplement de la volonté du designer. Sur certains sites, par exemple, en France, vous aurez votre petit picto ici avec marqué trier à droite, alors que sur d'autres sites français toujours, vous aurez l'inverse. Là, c'est simplement la volonté du designer de placer ça comme ça. Et juste pour revenir en arrière, faut aller dans quel sens du coup ? Alors pour revenir en arrière, il faut du coup cliquer à droite. Vous voyez, c'est pas évident. Il faut cliquer à droite. Tac. Je termine avec H&M. Donc là, c'est sûrement à ce niveau-là qu'on se rend compte que l'interface, elle est complètement changée. On commence d'abord par lire les vignettes et les visuels, ensuite le visuel, et après seulement les informations de détail à gauche avec les tailles, etc. Voilà. Ah oui, le menu de navigation également, ça c'était un sujet intéressant. On est sur une navigation complètement en miroir. Donc vous avez d'abord ici les produits femmes, ensuite les produits divided, hommes, enfants, home et la foire fouille. Voilà. Donc vous avez vraiment aussi ça à faire attention quand vous designez pour un site arabophone. Alors sur mobile, j'ai pas inclus de capture d'écran, premièrement parce que je fais ce que je veux, et deuxièmement parce que j'ai pas non plus tant que ça trouvé d'articles à ce jour là-dessus. Donc je vous invite, si vous avez quoi que ce soit comme connaissance à me partager, à part avoir mis personnellement mon iPhone en mode arabe, j'ai pas vu non plus de choses à faire parce que toutes les applications n'ont pas forcément une interface arabophone. Je vais l'évoquer juste là maintenant. Alors l'expérience utilisateur, donc, c'est un enjeu de plus en plus important pour les entreprises et ça se ressent notamment avec de grands lancements qui ont été faits dernièrement. Que ce soit par exemple Facebook qui avait déjà lancé Facebook tout court mais qui n'était pas complètement 100% arabo-friendly, mais qui a lancé il y a un an tout pile Facebook Lite, donc sa version adaptée aux pays arabophones Non, d'ailleurs je dis une bêtise, c'est pour les pays en général. T'inquiète pas, j'ai bientôt fini. Pour tous les pays qui n'ont pas forcément une connexion Internet importante, c'est une application qui est pensée pour ne pas être trop énergivore. Ils ont lancé leur version 100% arabophone. C'est chouette. H&M, on en parlait juste avant, ils ont lancé leur site seulement en octobre dernier. Et enfin, il y a 2 semaines, j'ai un coup de bol, Amazon qui a lancé son site apparenté Amazon. Il faut savoir qu'Amazon avait déjà lancé un site qui s'appelait souk.com et ils l'ont du coup... Pourquoi vous rigolez ? Qui a lancé souk.com et qui du coup c'était une version test qui vendait uniquement des bouquins et là ils ont lancé Amazon sous son vrai nom. Et juste à temps pour Ramadan, ce qui n'est pas anodin d'ailleurs parce que du coup Ramadan c'est un peu comme le Black Friday, il y a plein de promotions donc c'était pile poil le bon temps pour cela. Donc la multiplication des sites va engendrer je pense une connaissance qui sera bénéfique pour tous les utilisateurs dans le monde entier.
Voilà, ça c'était mon deuxième point. Le dernier, si jamais vous aviez à designer une interface ou à notamment rencontrer les utilisateurs pour avoir un peu plus de feedback parce que vous n'êtes pas sûr de ce que vous avez fait, je vous invite à regarder directement dans les pays si vous trouvez des agences UX. Par exemple, en Arabie Saoudite, vous avez pléthore d'agences UX qui véhiculent les connaissances, en tout cas en arabe. Et ce sera peut-être beaucoup plus simple parce que je ne l'ai pas évoqué, mais il y a la question de l'intimité dans les pays du Moyen-Orient qui est très importante et une personne arabe ne se sentira pas forcément à l'aise à l'idée de parler de sa façon de naviguer ou de choses personnelles si c'est une personne qu'elle juge étrangère, entre guillemets, sans jugement de valeur toujours. Donc, faites appel à ces agences en local, ce sera peut-être plus simple pour vous. En définitive, malgré les contraintes et les problèmes que j'ai évoqués et parce que je vois vos mines complètement défaites, faut-il designer pour les localités et notamment pour les utilisateurs arabes? Définitivement, oui. Quelques petites recommandations par rapport à ce que je viens de dire avant de partir. Bien plus large que la simple conception d'une interface web, l'UX, ça demande beaucoup de recherche et en cela, pour ce projet, moi j'ai eu un peu un rôle d'anthropologue à essayer de me renseigner sur le pourquoi du comment et toujours le pourquoi qui est votre fondement dans votre raisonnement. Les personas, dans certaines méthodes, vous seriez peut-être amené à faire des personas bien plus que le simple sujet sur l'utilisateur arabophone. Prenez des personas, développez-les et enrichissez-les de leurs différences. Attention aux stéréotypes de genre et de pays. C'est pas parce qu'une personne elle est chinoise qu'elle est forcément geek. Il y a des subtilités évidemment dans chaque personne. On est tous, comme je disais, un algorithme spécifique. Envisager une expérience en prenant en compte son futur. On n'est pas tous Facebook, on n'a pas tous le temps de développer 36 000 interfaces. Donc si jamais vous travaillez sur un produit qui serait amené plus tard, dans quelques années, éventuellement à être lancé dans les pays arabophones, songez-y dès maintenant sur l'importance aussi du travail à faire pour éviter ce travail après. Et enfin, considérez le travail du designer en allant chercher de l'input plus qu'en itérant. Donc ça passe par quoi? Ça passe du test. Donc tester, tester, tester. Je vous remercie pour votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions.